à Bonjour, tous. bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Dé Benjamin. On a de la chance aujourd'hui. C'est ça. Bonjour Denis, Bonjour bonjour Clément. David. Ouais. Un certain nombre de personnes. On attend encore quelques secondes, une minute avant de commencer. Je te propose, Eric. Oui, faisons cela. Ok. Accueillons les nouvelles personnes. C'est ça. Hop là. Alors, est-ce que déjà vous nous entendez correctement? Vous avez un petit onglet de chat. N'hésitez pas à poser les questions dans ce chat-là. Ça se situe en bas à droite. Moi, je ne vois pas l'écran. Hop. Oui, Benjamin nous dit que c'est tout bon côté Ok. audio. Une précision importante, hein, on a donc cette fenêtre de discussion que vous avez en bas, au milieu. Et si vous avez des questions durant la présentation des résultats de l'enquête, vous avez juste à gauche Q et R pour questions-réponses, qui C'est est ça. adapté à cela. Donc n'hésitez pas à switcher sur cette fonctionnalité pour nous poser les différentes questions et on y répondra bien sûr. Hop, je crois qu'on est une vingtaine actuellement. Je te propose de commencer, Eric, si c'est bon pour toi. Mhm. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. On est donc là de 11h45 à 12h45 pour l'atelier expert. Donc concernant les clusters et comment poursuivre votre activité même en télétravail. Pour ça, donc je me présente, moi je suis Maïssa donc sur la partie commerciale de Jamspot. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai rejoint l'équipe et je suis notamment en charge du secteur associatif et je suis en compagnie d'Eric. Bonjour à tous, donc je suis Eric, le directeur commercial de Jamespot. Enchanté. Bienvenue pour ce webinaire. On va donc sans plus attendre passer au sommaire. Exactement. Alors, pour cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir durant cette heure? On va vous présenter justement les résultats de l'enquête qui a été réalisée par France Cluster, avec un certain nombre de questions et réponses qui vont être apportées. Justement, on va vous apporter des idées pour améliorer aujourd'hui le télétravail et la collaboration avec les différents collaborateurs. Une petite présentation de Jamespot pour voir comment justement ça pourrait s'intégrer dans votre utilisation et une démo pour mettre l'outil en avant et voir comment il pourrait scinder dans vos usages. OK? Alors, justement, voici donc la première partie qui est les résultats du sondage Filex 2020 et je vais laisser la parole à Eric qui va vous Alors, présenter. merci d'avoir répondu à l'enquête. On a donc une trentaine de réponses qui nous permettent d'avoir un échantillon intéressant sur la manière dont vous avez ressenti justement ce confinement, comment vous vous organisez en termes de télétravail et si la perception était bonne ou mauvaise. Donc on a ces différentes questions qui nous permettent de balayer les différents sujets. On va justement voir sur la trentaine de qu'il y a justement déjà au niveau de l'échantillon donc tous les secteurs d'activité qui sont représentés. En termes de taille de structure, on a donc des clusters épaules qui vont donc sur l'échantillon aller de 1 à 10, 15 collaborateurs maximum. Donc on a un échantillon intéressant là également. Ce que l'on voit également sur l'avant-crise, c'est que pour la majorité, pour les 2 tiers, il n'y avait pas de télétravail ou très peu qui était mis en place. Donc c'était une minorité. Et donc du coup, là, on passe à un autre schéma et un autre contexte où là, du coup, à marche forcée, on entre dans ce télétravail-là et dans cette mise en place pour l'ensemble des pôles et des clusters. Du coup, côté perception, est-ce que ça a changé avec justement cette Covid, etc. Tu peux revenir juste en arrière là. Oui, pardon. On a ça. Là, concrètement, on le voit. Euh, on a donc, je bouge juste une fenêtre. Voilà, parfait.
Donc, on voit qu'en effet, il y a un impact fort du télétravail et une perception qui a changé. Parce que là encore, on est dans notre bonne vieille France, on a nos habitudes, et par rapport au télétravail, il est clair que c'était une habitude nouvelle, voire pas du tout implémentée, comme l'ont remonté les statistiques de l'enquête. Donc du coup, on monte tous à marche forcée dans ce modèle-là, et on voit que, en effet, le fait de l'expérimenter, de le vivre, ça a changé les choses. Et Et donc de du coup, l'obliger aussi, forcément, parce que on a tous été un peu forcés de rester chez nous, donc ça a dû changer dans les mœurs également, je pense. exactement. Et donc, du coup, si on regarde la stat suivante, en effet, c'est plutôt de manière positive que l'on a vécu les choses et qu'on s'est rendu compte que oui, le télétravail était possible. Euh, et donc, par rapport à cela, ça rassure sur la capacité à pouvoir justement travailler ensemble à distance. Euh, on a toujours des côtés négatifs, d'où la proportion donc, de 18% qui est ici. Donc on voit que ce n'est pas parfait et on va pouvoir creuser cela sur les différentes statistiques qui arrivent. Donc du coup, Complètement. Tu voulais ajouter un point? Non, c'est bon. oui, vas-y, Ok. je te laisse enchaîner. Merci. Justement, à la question, considérez-vous que le télétravail a renforcé ou au contraire affaibli la communication globale de votre organisation? Il y a eu un certain nombre de réponses qui justement dit que ça s'est un peu affaibli. Euh, Moi, je pense que c'est parce que sur certaines tâches, on est assez focus, donc forcément, on ne prend plus le temps de discuter avec ses collègues, on est focus sur ses tâches, on n'a plus le lien du one-to-one forcément dans les locaux, donc forcément, on n'a plus la communication globale de la machine à café où on se retrouve entre collègues, par exemple. On n'a plus la possibilité d'avoir les petites réunions d'équipe directement ou rebondir sur certains sujets. Donc forcément, la communication globale s'est un peu affaiblie. Après, on montrera justement comment on est arrivé, comment on arrive à renforcer cela à travers les différents outils. Dans certains usages, on peut voir dans certains cas que ça s'est un peu renforcé, mais c'est quand même minoritaire parce que le lien forcément entre les différents adhérents dans les associations ou dans les structures ne sont plus les mêmes forcément. Voilà. Considérez-vous que le télétravail a ralenti ou modifié la gestion de vos projets? Donc pour cette question-là, on peut voir que justement, ça s'est un peu ralenti à 36,4%. Forcément, la crise du Covid a fait surface. Les projets ont été ralentis, je pense, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont devenus prioritaires, donc notamment gérer la communication au sein de la structure avec différents outils à mettre à disposition. On n'a plus la possibilité de se retrouver en réunion comme on le souhaite pour avancer sur les sujets. On sait qu'aussi pendant la première crise, il y a des parents qui avaient les enfants à domicile, donc forcément la manière de travailler n'était pas forcément la même, je pense. Et donc voilà, et on voit qu'il y a 24,2%, il n'y a pas eu de changement. Donc les projets sont restés les mêmes et je pense que tous les secteurs n'ont forcément pas été impactés, même se sont accrus dans certains secteurs, notamment le e-commerce. Mais oui, on peut ressentir un certain ralentissement des projets, forcément parce qu'à domicile, il faut la bonne connexion Internet pour travailler sur les différents projets, il faut une bonne connexion, des bons outils de visio pour avancer convenablement et faire des points réguliers. Et on a tendance à être focus sur d'autres sujets plutôt que les projets qui étaient très importants courant 2020. Je te laisse la parole, Eric. Oui, je peux ajouter par rapport à la slide précédente qu'il y a eu également un temps d'adaptation qui fait que pour le télétravail, on a cet effet, j'imagine, sur la session numéro 1 et là la session numéro 2, le fait d'apprendre la nouvelle et de s'adapter. Ça veut dire Vraiment. s'outiller, ça veut dire apprendre à travailler justement à distance. Pour beaucoup de clusters et de pôles, ce n'était pas forcément une habitude. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu ce temps d'adaptation. Et ensuite, le fait de se mettre au boulot, globalement. Et donc, pour la gestion de projet, on voit qu'une fois qu'on a pris le pli d'utiliser les outils de visioconférence, de partage de documents
et d'outils d'extranet et intranet. Là, on voit que pour certains, bah là, il n'a pas vu le changement. Pour d'autres, il y a eu une accélération. Euh, et après, on a quand même justement le 36% est intéressant parce qu'on voit que il y a quand même eu un ralentissement malgré le fait de s'équiper en outils digitaux. Donc les outils digitaux ont permis d'assurer justement cette transition et de continuer à bosser. Par contre, on sent bien que quelque chose manque. Ce quelque chose, c'est le lien que l'on a quand on se voit, quand on est au bureau et qu'on a la possibilité d'assister à toutes ces conversations informelles. Et toute cette Ouais. information-là, elle passe moins forcément via notre configuration où on est là, comme c'est le cas ici, chacun dans son bureau. On va être concentré sur les activités et les tâches quotidiennes. Par contre, les moments informels, machine à café, réunions, les conversations dans le couloir ou dans le bureau, dans l'open space, ce qui pouvait être intéressant à capter, bah, ça passe moins. Donc, du coup, on le ressent dans la gestion des projets et dans la communication. Ouais. Et même au-delà des clusters, etc., je pense que c'est présent vraiment dans toutes les structures et que toutes les structures ont dû faire face au même problème. Donc forcément, il faut un temps d'adaptation, je suis d'accord. Question suivante. Considérez-vous que le télétravail a renforcé ou affaibli les liens que vous entretenez avec vos collaborateurs et collègues? On l'a évoqué un petit peu subrepticement juste avant. Voici les résultats. Donc, on a une minorité qui considère que le lien s'est renforcé en bleu sur ce graphe-là. On a ensuite en rouge le fait que le lien a été un petit peu renforcé. Donc, ouais, c'est intéressant de voir que les gens dans le panel ont pu considérer ça comme positif. Euh, et ensuite, on a donc un bon gros 40% qui considèrent que oui, le lien s'est affaibli. En effet, tout ce que j'ai évoqué sur les discussions informelles, les moments également de détente, hein. Le boulot, c'est être sérieux et s'amuser à la fois, autant que faire se peut. Et à partir de là, ce temps disparaît parce qu'on va consacrer beaucoup plus de temps à la productivité, à la production et moins au lien et à la cohésion. Donc on ressent ça. Donc du coup, vivement que la situation s'améliore, comme ça on pourra combiner les deux. Passons à la question suivante. Donc pendant le confinement, quels outils avez-vous utilisés pour poursuivre votre activité en télétravail? Ah, Donc voilà. point intéressant, en termes d'outillage, on a forcément les outils collaboratifs, Ouais. des outils de webconférence, des applications mobiles, parce que on est de plus en plus en mobilité, et ensuite le bon vieux téléphone et le mail. Donc du coup, voici les proportions. Donc forcément, et on l'a senti, la nécessité d'avoir des outils de productivité, de production des documents était important. Donc on a eu une migration forte vers des outils comme Office 365. L'utilisation de Teams pour faire le lien avec le point 2, c'est-à-dire les discussions et la webconférence. Et ensuite des applications mobiles. Et on retrouve ensuite nos outils habituels de téléphone et mail pour reproduire ce qu'on faisait déjà avant. Mm. Et justement, nous, on a pu aussi constater lors du premier confinement qu'il y avait beaucoup d'outils de visioconférence qui étaient recherchés pour vite mettre en place une solution et essayer de garder du lien au global avec les différents utilisateurs, les différents salariés, clusters, etc. Donc c'est quelque chose qui avait beaucoup été recherché. Et après, c'est instauré, je pense, en second temps, les outils tels qu'Office 365, etc., ou qui étaient déjà présents, en tout cas, je pense, dans les structures et qui sont encore plus utilisés maintenant avec le télétravail. On voyait qu'en termes d'équipement sur 365, les clusters et pôles n'étaient pas forcément équipés. Mm. Dans le privé, c'était beaucoup plus le cas. Dans le public, ça dépendait des structures, sachant qu'on a aussi une volonté pour le secteur public de s'équiper en solution française. Donc là, Microsoft, ça ne le faisait pas trop. Donc, on sent bien qu'il y a eu un équipement massif durant ces confinements. Ouais, complètement.
Et justement, pour rebondir, avant la crise, quels outils aviez-vous déjà l'habitude d'utiliser? Donc, sur ce panel de réponses, on a pu constater toujours des outils collaboratifs, mais surtout les téléphones et les mails qui restent, je pense, les principaux outils de communication. La machine à café, plus trop forcément, mais sinon, en second temps, on avait les outils collaboratifs, donc tels que Office 365, comme on l'a remarqué juste avant, avec Teams également, les applications mobiles où vraiment on est sur la communication synchrone, avec FaceTime, WhatsApp, on va avoir des petits groupes de discussion, je pense, entre collègues, mais les mails et le téléphone restent vraiment les principaux outils de communication. Et je pense que ça permettait vraiment, en tout cas, de garder du lien d'une certaine façon avec les collègues, mais surtout peut-être avoir beaucoup de mails dans un second temps, parce que forcément, on a tendance en télétravail à s'envoyer beaucoup plus de fichiers pour avancer plus rapidement sur des projets. Et donc, on va voir comment on peut remédier à cela. Voilà, et justement, pour faire suite à cette question-là, il y a la question qui est intéressante, c'était quels sont aujourd'hui vos outils ou applications favorites pour exercer en télétravail. Et ce que j'ai trouvé marrant, moi, dans les réponses, c'est qu'on est avant tout donc, sur plein d'outils, mais avant tout des outils qui sont américains, donc Teams, Office 365, Slack, Big Blue Button, Zoom, Dropbox, etc. Donc on a tout type d'outils, hein. Communication en temps réel avec Teams, Office 365 qui sont plusieurs blocs de communication, Slack qui sont des fils de discussion instantanés, Big Blue Button qui est de la visioconf, Global qui est un outil de webinaire français pour le coup, et Drive, Dropbox qui est de la gestion documentaire, Zoom, visioconf également. Donc Teams, on peut vous proposer des alternatives, hein. Teams de communication instantanée, etc. On peut proposer Jamspot, je pense, Eric, avec une des briques de communication. En visioconf, on a Jitsi, Jitsi qui est un outil donc, français et qui permet de faire de la visioconférence avec plusieurs personnes et de communiquer toujours en temps réel. Global qui est français, si je ne m'abuse, hein, Eric. C'est une Oui. solution de webinaire français. On a également Livestorm, Livestorm que l'on utilise chez nous, qui permet d'avoir justement une solution de webinaire française. Ils ont le vent en poupe, donc on vous le recommande chaudement. Nextcloud, c'est allemand, donc sur hébergement européen. Donc voilà, notre message derrière tout ça, c'est que, OK, on observe un équipement sur les solutions américaines, mais n'oubliez pas, vous qui représentez les clusters et pôles, on a des acteurs français, on en fait partie côté Jamspot, et sur les différents bancs, que ce soit pour produire des documents, faire la visio, etc., il y a des alternatives. Donc, on fait confiance là-dessus en tant que citoyen. Chacun à son niveau peut avoir un impact sur l'économie française, et donc du coup, on peut des fois, en tant que représentant d'un secteur, être justement challengé, embêté par un adhérent qui pourrait nous reprocher l'achat d'une solution. Ça arrive dans le public, ça arrive forcément chez les clusters, les fédérations et syndicats professionnels. Donc voilà, si vous voulez, on pourrait vous fournir une liste de solutions qui va bien. Si bien sûr c'est intéressant pour vous, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Complètement. Et maintenant, on en arrive aux recommandations pour poursuivre l'activité en télétravail. Donc, nous, il y a plusieurs points qu'on a pu aborder. Avant tout, avoir un espace de travail personnel, forcément d'être dans de bonnes conditions, avoir un bureau, un siège pour forcément maintenir le dos et être dans de bonnes conditions. En tout cas, de disposer d'un espace sur lequel vous allez pouvoir travailler en continuité pendant votre journée, au-delà des pauses, etc., pour vous permettre, vous, mentalement, d'être dans de bonnes conditions et de se dire que cet espace-là, c'est vraiment uniquement pour le travail et il va être dissocié de l'espace personnel qui est chez vous, puisqu'on n'a plus accès forcément aux locaux ou au coworking. Communiquer auprès de ses équipes pour maintenir la communication globale. Pour exemple, nous, chez Jamspot, on a un système de hello et de goodbye
Donc, tous les matins à 9 heures, on se connecte entre 9 heures et 9 heures et quart pour se dire bonjour, se saluer les uns les autres. Donc, ça pourrait être pareil dans votre cluster ou dans votre pôle. Se saluer les uns les autres, se dire globalement ce qui va se passer pour certains dans notre journée, les éléments marquants, et se retrouver également en fin de journée pour se dire au revoir, parler laisser la parole à certaines personnes pour parler de leur journée, dire ce qui a été marquant toujours, etc. Et faire des points réguliers, par exemple, en équipe. Nous, par exemple, avec Eric, forcément, on est l'équipe commerciale, donc on va instaurer des petits points café, des petits points café qui ont lieu à certains moments dans la semaine, où on va forcément se fixer 15 minutes pour parler d'autres choses, de différents sujets. Voilà, merci Eric, de différents sujets et mettre le travail de côté pendant 15 minutes et se sortir les idées de la tête. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est quand on voit là, justement, on voyait la statistique de la baisse de la communication globale. C'est ce qui est paradoxal, hein. On est avec tous ces outils en train de communiquer fortement, et à côté de ça, on sent que la communication interne, elle diminue, que le lien se perd. C'est typiquement parce qu'on est vraiment concentré sur l'activité et la production et moins sur le lien, la cohésion et le management. Donc du coup, ce hello et ce goodbye qui sont limités à 30 minutes, hein, Ouais. je pense que le point important, l'écueil important qu'on observe aujourd'hui chez nos amis, nos confrères, c'est justement de ne pas déterminer deadline. Là, il faut vraiment le faire pour pouvoir fixer justement le timing, faire en sorte que ça ne déborde pas et garder les sujets importants. Donc du coup, le hello, le goodbye, c'est lancer la journée vraiment. Donc du coup, avoir des sujets légers, avoir de la hauteur et pas parler d'un sujet précis, d'un dossier. Là, typiquement, c'est interdit dans ces sessions-là. Donc ça, c'était point important. Essayer de recréer ces moments-là. Et donc, c'est des moments de cohésion et des points de synchronisation. Je pense qu'on est encore en train de l'expérimenter. Il faut être assez humble par rapport au sujet. On n'est pas des experts. Par contre, on expérimente beaucoup chez nous. Donc, du coup, on teste des choses. Il y a des choses qui marchent et des choses foirent. Je vais utiliser ce terme volontairement, qui ne marchent pas. Et donc, à partir de là, par test et essai, on arrive à trouver le bon mode que l'on pourra combiner quand on aura le déconfinement, je l'espère, ô combien vite. Donc du coup, on J'espère pourra aussi. mixer une organisation où on est d'abord en télétravail, c'est ce qu'on a choisi chez JetSpot, et ensuite avoir des moments donc, où on est au bureau. Moi, je n'habite pas loin du bureau, donc du coup, on pourra mixer les deux, tout en gardant le hello, les goodbye le matin pour communiquer avec les gens à distance. Voilà le point. Ouais, Ensuite, mais on a d'ailleurs, Oui. oui, vas-y Eric, je te laisse terminer. Non, je vais enchaîner sur la bullet point suivante. Ok. Mais d'ailleurs, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous qui avions l'occasion de repartir au bureau cet été, on maintenait quand même le hello, goodbye entre nous pour toujours rester en contact avec ceux qui étaient en télétravail et qui ne pouvaient pas forcément se déplacer et maintenir le lien. Parce que c'est très important, je pense, au sein d'une structure. Totalement. Sur cette slide, on peut commenter le fêter les succès de manière collective. C'est un peu important. Chez nous, au bureau, on avait, pour les bonnes nouvelles, un gong. Je parle à l'imparfait. On va parler au présent. On a un gong et on tape dessus et on annonce ces bonnes nouvelles, que ce soit une signature, la confirmation en CDI d'un collaborateur, la fusion ou l'acquisition récente d'une structure. C'était le cas dans notre actualité hier. Typiquement, essayer de le reproduire, bien sûr, chacun avec ses outils, ça peut être intéressant. Vous voyez, quand on signe, on fait une petite vidéo qu'on poste dans le réseau social et à partir de là, j'ai les petits bruits et on essaie d'apporter du fun dans tout cela. Donc, dans la mesure du possible, essayer de le faire. Et les deux derniers points sont ultra importants, je pense, pour tout le monde dans cette webconférence. C'est de choisir son bon mode de communication.
avec les Teams, les Slack, les messageries, les chats comme le chat de Messenger, on voit qu'on observe ce comportement partout, c'est-à-dire la surutilisation de la messagerie temps réel. Ouais. Ce qui fait qu'on a plein de notifications, on les perd. Et on le voit partout, dans le public, dans l'associatif, dans le privé. Et ça devient une vraie galère à gérer pour une organisation. Tout ne doit pas passer par la messagerie temps réel. Tout ne doit pas passer via un WhatsApp. Et ce que l'on essaye de faire chez GameSpot et qu'on voit même mettre dans le produit pour l'ensemble de nos utilisateurs, c'est de se dire, bah oui, il y a des moments pour de la communication temps réel, une question rapide, je te partage un document, etc. Et des moments où j'ai une information importante à diffuser ou une information à capitaliser, une bonne pratique, un référentiel, une décision importante. Et ça ne doit jamais passer via une messagerie. Ça Ouais. doit passer via un article de James Bond ou de votre réseau social préféré ou un mail ou une page éditorialisée parce que oui, ça doit rester dans le temps et ne pas être dans le flow des notifications. Et donc, du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir de 100-200 caractères, une information ne doit plus passer via une messagerie. Elle doit passer via un contenu éditorialisé. Et ça, c'est pour moi la bonne pratique à promouvoir et à partager en interne au sein de vos entreprises, de vos adhérents et aussi au niveau de chaque cluster. Parce qu'on sent bien que là, on est perdu. On n'arrive plus à retrouver la bonne information, le bon document, la décision importante qui avait été prise tel jour parce que on utilise les mauvais canaux de communication. Et justement, je pense que passer par chat uniquement, c'est aussi une surcouche de stress parfois, parce que ça va popper de tous les côtés et on va se dire non mais j'en peux plus, on va fermer l'application, on a tendance à plus l'utiliser. Donc forcément, il faut vraiment utiliser les mails ou les articles à partir de 100-200 caractères pour que l'information soit bien prise en compte et qu'elle soit justement pour les personnes concernées en fonction des groupes auxquels on va appartenir, plutôt que dans un chat. Moi, je pense que ça peut être une charge de stress supplémentaire. Voilà, et pour finir, c'était surtout bien choisir son outil de visioconférence parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les équipes, on communique essentiellement par visioconférence, donc avoir un outil assez performant et pourquoi pas français par la même occasion. Comme je l'ai dit, il y a Jitsi qui est disponible et qui est disponible aussi sur nos plateformes. Voilà, et donner... On a Olivier Gilles qui précise Tixeo en effet, qui est une solution sécurisée et adoubée par l'ANSSI. Donc, belle solution française, beau confrère en effet. Merci Olivier. Merci. Merci pour bah voilà, ça fera un outil supplémentaire pour les clusters ou pour les pôles qui sont en recherche. Et surtout donner des feedbacks réguliers pour maintenir l'engagement et l'attention à travers des documents ou des visions pour la proximité. Ça, c'est très important. Ça passe par la communication asynchrone ou synchrone et fêter toujours les choses qu'il y a fêtées. Par exemple, quand il y a un nouvel arrivé, nous, ce qu'on fait, c'est des petites visios de 15 minutes également pour se présenter, expliquer notre parcours. Et ça maintient toujours l'engagement de la structure et l'attention. Et par exemple, oui, vas-y Eric. Ouais. Et donc du coup, ce mix communication synchrone et asynchrone, on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'organisation, on est plus ou moins équipé là-dessus. Donc il est clair que si vous avez, par exemple, un Teams, un Slack ou une autre solution de messagerie, vous avez le mail, le téléphone, et ensuite une solution de réseau social entreprise ou d'extranet pour pouvoir communiquer, là, très bien, vous avez la totale pour pouvoir faire de la communication temps réel et de la communication asynchrone, où vous avez besoin de prendre du temps pour éditorialiser. Si vous avez soit l'un, soit l'autre, bah là, vous êtes en difficulté. Et donc, typiquement, GameSpot, et on va le voir dans la démonstration qui va suivre, c'est un bon mix qui permet justement d'avoir les différents outils pour faire du temps réel et de l'éditorialiser, de la synchrone.
Complètement. Et pour finir, je pense qu'Eric a tout dit, a bien conclu en tout cas les résultats et les formations qu'on peut faire pour mieux communiquer en télétravail. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux résultats. Sinon, je vous propose de passer à la présentation de Jamespot. Oui, non, pas de questions. On peut passer à la démo. Pas de questions. Bah, c'est super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le partage d'écran s'est arrêté. Je vais repartager mon écran. Donc, présentation de Jamespot. C'est bon pour toi, Eric? Tu vois bien mon écran? Tout le monde aussi? Damien, Antoine, Clément, c'est OK? Ok, donc pour me resituer, Jamespot, nous on existe depuis 2005 et aujourd'hui on est le premier leader français des plateformes collaboratives en SaaS. C'est important de le souligner, on fonctionne dans le cloud français. Et le but, c'est d'avoir une plateforme qui est 100% collaborative et personnalisable en fonction de vos besoins et qui est dotée de toutes les applications nécessaires aux différents usages et métiers et qui va vous permettre d'améliorer la productivité en interne et de recentraliser toute la communication à travers différentes applications. On en est arrivé justement à cette plateforme parce qu'on a pu voir qu'il y avait besoin de différents modes de travail, et encore plus avec le confinement, donc télétravail, coworking, il y a un réel besoin de communication et de collaboration, et ça passe par des outils comme Jamespot. Je te laisse la parole, Eric. Oui, merci. Donc, on a aujourd'hui chez Jamespot 15 ans d'existence et ces chiffres qui prouvent qu'on est aujourd'hui le numéro 1 français des réseaux sociaux d'entreprise en cloud. Je le précise, on est uniquement en cloud pour pouvoir avoir toujours la meilleure version de Jamespot pour l'ensemble des clients et des utilisateurs. Notre force, c'est ces 100 applications. On va faire en sorte que votre plateforme collaborative sera unique parce qu'on va paramétrer la charte graphique et un ensemble de choses, dont les applications, pour répondre à tel ou tel besoin. Vous voulez faire de la visioconférence? On a l'application qui va bien. Vous voulez gérer les projets? On est en mesure d'activer Tableau pour pouvoir gérer les tâches, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir, avec cela, proposer donc, une infinité de possibilités. Si vous nous dites, moi, je veux d'abord animer des communautés d'adhérents et pouvoir leur fournir de l'information à valeur ajoutée, on va pouvoir axer Jamespot en mode réseau social d'entreprise. D'autres clients, comme l'Agence pour l'emploi des cadres, comme l'assurance maladie, nous disent, j'aimerais un mix entre réseau social d'entreprise et un intranet pour avoir de l'information descendante. Ok, très bien, on va activer le module qui va bien pour pouvoir orienter la philosophie du produit différemment. D'autres vont nous dire, moi, je veux juste échanger rapidement de l'information avec un chat français cloud. Pas de souci, on active la messagerie interne. C'est ça. Et le but, donc comme l'a dit justement Eric, c'est qu'on a une infinité de possibilités, mais de se dire qu'on est surtout sur une interface qui est 100% personnalisable. En fonction de vos besoins, on va activer la charte, on va mettre à disposition votre charte graphique, on va mettre des blocs et des widgets en avant sur votre plateforme pour rediriger vers des outils externes que vous pouvez utiliser dans votre pôle ou dans votre cluster, activer les bonnes applications, type Messenger, articles, banque documentaire, annuaire, des utilisateurs pour prendre contact directement avec les différentes personnes et avoir dans chaque groupe différents droits d'accès et différents rôles et statuts en fonction de qui nous sommes et le rôle qu'on va avoir dans ce groupe. On va avoir également la possibilité de retrouver toute cette information sur le mobile. Forcément, aujourd'hui, on a la tendance à ne plus avoir la Wi-Fi partout. Et quand on est en déplacement, et je pense à l'après-télétravail, quand on est en déplacement ou quand on est dans les transports et qu'on a besoin de prendre connaissance de l'information, on a l'application mobile qui est disponible sur Google Play ou sur l'App Store et qui va vous permettre d'échanger en temps réel toujours avec, par exemple, Damien, si j'ai besoin de prendre contact avec lui, s'il y a Olivier qui a besoin de poster un article parce que forcément, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qu'il a besoin de transmettre un document à quelqu'un d'autre, ça pourra se faire via l'application mobile. Français sécurisé, en effet. Donc, nous sommes hébergés depuis 15 ans chez OVH Cloud. On fait en sorte
globalement que l'on ne perd pas les données parce qu'on va faire des sauvegardes tous les jours, qu'on va garder chaque copie de chaque jour pendant une semaine, qu'on va garder chaque copie de chaque semaine pendant un mois et chaque copie d'un mois pendant un an. En gros, un client égale 25-26 copies des données. On a bien sûr un console RGPD qui nous permet d'être à jour sur tout ce qu'il faut faire pour être en respect du règlement. On a d'ailleurs l'Association française des correspondants aux données personnelles qui utilise GameSpot depuis plus de 10 ans maintenant. C'est vraiment ce vers quoi vous pourriez vous projeter avec une plateforme comme GameSpot. D'ailleurs, je cite My France Cluster est basé sur GameSpot, iCommunity également, et on a des structures comme le cluster montagne. Je regarde le pôle intelligence logistique, Plastipolis, que vous connaissez sûrement, et qui utilise GameSpot. Ce qu'il faut se dire, c'est que avoir une plateforme comme la nôtre permet de gérer justement ces moments de communication temps réel, ces communications asynchrones, et ça vous permet d'avoir une plateforme d'animation des adhérents et une base de connaissances pour le futur. Donc du coup, contrairement à un ERP ou un CRM qu'on va utiliser pendant, je sais pas, 3, 4 ans jusqu'à 5, 6, 7 ans en moyenne, là, on a des années d'utilisation qui sont beaucoup plus importantes parce qu'on apporte une valeur ajoutée forte en termes de gestion de l'information et de capitalisation des connaissances. Donc, pour adhérer, fédérer un réseau et faire vivre dans le digital ce réseau physique de personnes qui se rencontrent tous les jours, qui travaillent tous les jours ensemble, on est une très bonne alternative. Complètement. Et je rebondis sur ce que tu dis. Justement, c'est pas parce qu'un adhérent, par exemple, quitte le cluster ou ne renouvelle pas son adhésion ou même quitte un pôle, ces contenus resteront, seront toujours figés dans le temps si on archive, si en tout cas on désactive simplement l'utilisateur. Donc vraiment, tout reste en fonction des années, etc. Et ensuite, on pourra affiner plus en détail. Totalement. Quelqu'un qui arrive en plus sur un projet, imaginons que je travaille sur un projet et le projet il existe depuis 6 mois déjà. Il y a déjà eu des échanges, un historique. Vous n'avez juste qu'à inscrire la personne dans l'espace qui va bien pour qu'elle retrouve l'historique des échanges, des documents partagés, les commentaires, plutôt que de lui envoyer une salve de 50, 100 mails par rapport au projet en question. Là, vous inscrivez la personne et c'est terminé. Vous gagnez un temps fou avec JamSpot. Complètement. Et je ne sais plus si c'était à toi ou à moi, Eric, mais je vais Tu reprendre, peux y mais aller. c'est pas grave. Ce qu'il faut se dire, lorsqu'on lance une plateforme avec JamSpot, vous avez la possibilité de tester sur notre site pendant 30 jours dans un premier temps. Vous verrez que qu'en testant, la plateforme est disponible en 1 minute 30 environ. Donc, c'est un déploiement ultra rapide. Et ensuite, on a une équipe projet qui vous accompagne durant toute cette phase de lancement en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y a à intégrer sur la plateforme. Donc, ça peut partir d'une semaine à 6 semaines pour un lancement de projet, forcément en fonction des contenus qu'il y aura intégrés, de l'ampleur du projet, etc. C'est de vous dire qu'avec JamSpot, vous êtes toujours accompagné et qu'on met, nous, de notre côté, justement, différents outils comme des webinaires qui ont lieu tous les vendredis pour les utilisateurs, un Help Center qui va vous permettre de retranscrire les questions que vous pouvez vous poser et de retrouver toute la bonne information, des petits tutos sur YouTube pour savoir comment utiliser telle ou telle application, forcément. Donc voilà, et on a également une task force quand on a des projets un peu plus précis et que vous souhaitez être accompagné plus en détail sur une application qui pourrait être dure à être prise en main et que vous avez des demandes spécifiques. Et là, par exemple, on a des exemples de réalisation. Donc, le réseau social d'entreprise, on est plus sur de l'extranet pour les clusters et pour les pôles. Et après, en fonction des besoins, forcément, on peut affiner avec des intranets pour mettre exclusivement de l'information descendante en avant lorsqu'on se connecte. Une digital workplace juste ici pour retrouver les applications plutôt qu'on utilise quotidiennement et le flux d'activité central, donc le réseau social qui est phare chez nous et qui fonctionne très bien pour mettre de l'information descendante et transversale en avant et avancer sur les différents projets de manière globale et de voir les prochains événements, etc., qui seront mis en avant sur la plateforme.
Je te laisse la parole, Eric. Oui, on a différentes offres qui permettent d'accompagner les déploiements de réseaux qui Ouais. vont des réseaux de moins de 100 personnes à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc là, on est en offre entreprise. Sur un cluster avec plusieurs milliers d'utilisateurs, on sera sur l'offre professionnelle. Du coup, comme le temps passe, je vous invite à bondir directement sur une plateforme de démo et entrer dans le vif du sujet. On entre dans le vif du sujet. Je pense que les éléments les plus importants ont été dits. Hop. Allons-y. Alors, écran 2, partager. Donc, je me déconnecte de ma plateforme de test, de ma plateforme de démo, pardon. Hop, je ne me suis pas déconnectée, juste là. Lorsqu'on arrive sur son environnement, le but, c'est de se dire qu'on a une URL qui est personnalisée ainsi qu'une page de connexion. Moi, j'ai juste mis du texte. Là, on retrouve mon texte en blanc parce que j'ai oublié de mettre une couleur. Mais globalement, pour se connecter, on a juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe pour atterrir sur sa plateforme. Et forcément, en fonction du profil que l'on a et de qui nous sommes, on va avoir de l'information personnalisée qui va être mise en avant. Typiquement, moi, par exemple, je suis Maïssa Zouadine, j'appartiens au cluster montagne. Je vais avoir de l'activité qui a été mise en avant et donc des documents ou encore des enquêtes qui ont été partagées et sur lesquelles on va pouvoir justement interagir. Forcément, cette information a été mise en avant en fonction des groupes auxquels j'appartiens. Donc Actualité, qui est un groupe qui reprend toute l'actu, par exemple, d'un cluster. Et donc, tout le monde va être inscrit en général dans ce groupe pour rebondir sur les différents sujets d'actualité relatifs au cluster ou au pôle. Ensuite, en interne, vu qu'on a tendance à avoir des permanents, on va avoir des comités qui vont être mis en avant avec des comités opérationnels, donc qui sont des groupes privés, qui vont vous permettre d'avancer sur des différents dossiers sans que les adhérents, par exemple, sachent que ce groupe existe. Et c'est seulement les personnes qui appartiennent au groupe qui pourront interagir. Et enfin, on a le groupe comité des programmes, là où on a un comité justement qui est en groupe plutôt modéré. Donc, on va demander à avoir un accès à ce groupe. Soit il va être accepté, soit il va être refusé. Et on est dans cette logique-là de groupe forcément pour mieux communiquer. Chaque personne, chaque adhérent ou membre de l'équipe du cluster aura accès aux informations qui le concernent. Déjà, ça, c'est une grande valeur ajoutée. On n'est pas perdu, noyé dans un flux d'informations qui ne nous concerne pas. On a des groupes auxquels on est inscrit et donc, du coup, on reçoit les informations de ces espaces. Complètement. Et si j'entre plus en détail, par exemple, dans un groupe, je vais aller dans le conseil d'administration, typiquement, parce qu'on a tendance à échanger sur la vie de l'association, sur les modèles de compte rendu, etc. On va pouvoir interagir donc, sur l'information qui est publiée, mais surtout capitaliser l'information, les documents qui sont mis à disposition à travers des dossiers et des sous-dossiers qui vont vous permettre de structurer l'information et de la retrouver forcément plus facilement. Typiquement, moi, j'ai mis à disposition des comptes rendus d'assemblée générale et avec des modèles qui pourront être en mode Word ou en mode Zip, en mode PowerPoint. Et lorsqu'on est dans une logique justement de collaborer plus facilement, on va pouvoir travailler à plusieurs sur un même document avec de l'édition en ligne collaborative et de retrouver forcément, voir si Eric est connecté sur le document ou pas, voir qu'est-ce qui a fait des modifications, revenir sur les anciennes modifs parce que forcément la dernière version ne plaît pas. Et lorsqu'on a terminé de travailler sur ce document, c'est de se dire, finalement, je vais taguer la personne en question avec qui je travaille. Et là, je vais mettre Aristide. Je vais lui envoyer un petit commentaire pour qu'il puisse prendre connaissance du document. Et chez Jamespot, on va même plus loin avec le point d'exclamation. C'est de se dire que finalement, ce document fait référence à, par exemple, un autre document qui a été publié qui pourrait être intéressant. Plutôt qu'aller chercher l'URL du document en question, on va pouvoir, juste avec un mot-clé, retrouver le document ou le groupe en question qui pourrait être en lien avec cela. Donc, ça vous fait gagner du temps dans votre productivité, de faire référence forcément à certains documents qui pourraient être pertinents. Et si on préfère... Oui, je rebondis là-dessus. Ça veut dire qu'on peut donc proposer l'équivalent d'un Dropbox, vous l'avez compris, hein, un OneDrive, un Dropbox, un serveur de fichiers directement sur la plateforme. Chaque comité, chaque groupe peut avoir au nom des dossiers sous-dossiers. C'est vous qui choisissez. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler, si vous le souhaitez, en même temps à plusieurs sur le document.
Du coup, c'est via une technologie Jamspot. Vous pouvez proposer à vos adhérents, à vos partenaires, de travailler ensemble sur la réalisation d'un document et garder cette ressource. C'est indexé dans le moteur de recherche, vous pourrez le retrouver à tout moment. Oui, complètement. Et justement, si on est plus dans une communication synchrone, si par exemple je souhaite communiquer avec Nabil qui participe justement à notre webinaire, je vais pouvoir le contacter via le Messenger directement et faire une visioconférence avec lui, donc via Jitsi ou via d'autres outils que vous pouvez utiliser juste ici, en mettant par exemple le lien de webconférence en question, lui envoyer des petits documents pour qu'il travaille dessus, forcément parce que j'en ai besoin plus rapidement plutôt que de lui publier un article, et vraiment privilégier la communication en temps réel via le Messenger pour des petits sujets qui ne nécessitent pas forcément de publier un article et qui font moins de 100 à 200 caractères, comme on l'a dit juste précédemment. Bien sûr, c'est la partie où on fait la communication synchrone, donc du temps réel. Donc on est là sur de l'échange rapide et bien sûr pas de capitalisation. Donc ce que je voulais ajouter, c'est que les échanges sont bien sûr disponibles sur messagerie instantanée, enfin sur mobile. Donc du coup, j'ai accès à mes conversations alors que je suis en mobilité dehors directement sur mon smartphone. C'est ça. Forcément, ouais, on retrouvera toujours l'information sur le mobile. Et si par exemple, Mélissa, demain, a besoin de voir qu'est-ce qui a consulté l'information dans son groupe parce qu'elle a publié un document et que forcément, c'est assez essentiel, on va avoir les indicateurs qui vont vous permettre de voir qu'est-ce qui a pris connaissance de l'information et à quel moment. Ça, c'est en général assez important pour les clusters ou pour les pôles, de voir si les adhérents prennent connaissance de l'information. Donc moi, Maïssa, j'ai consulté le document le 3 décembre à 11h32 pour être précis, et via la plateforme et pas par mail. Donc C'est un ça point vous... crucial hein, d'avoir Ouais, le ROI de votre action. Vous communiquez complètement. des informations tous les jours aux différentes audiences avec lesquelles vous travaillez et à partir de là, vous êtes en droit de savoir si c'est consulté et si ça intéresse ou pas. Et donc ça, vous pourrez l'avoir sur l'ensemble des contenus publiés sur Jamspot, que ce Ouais. soit un article, un document, un événement, une idée, une enquête que vous Mm. diffusez sur la plateforme. Vous saurez en temps réel qui l'a consulté, à quelle heure, à quelle date. Ouais. Euh, Merci pour ces points-là, Eric. Et justement, lorsqu'on veut voir qui est-ce qui prend connaissance de l'information, si par exemple, je vois que Marc a besoin de moi sur un sujet ou que j'ai besoin de lui sur un sujet, mais que je veux prendre contact avec lui directement, je vais pouvoir, via l'annuaire des utilisateurs et des contacts, retrouver toutes les fiches personnalisées des utilisateurs avec leurs fonctions, parce que forcément, il peut être adhérent au sein du cluster et que j'ai besoin de lui sur une fonction précise, de voir s'il est plutôt bénévole, adhérent, etc. D'avoir son numéro de téléphone, plutôt qu'aller le chercher dans un fichier Excel, on sait que ça peut être important de le renseigner sur la plateforme, et son mail directement pour communiquer avec lui et lui envoyer des informations un peu plus officielles. Mhm. Point intéressant. En effet, c'est le nerf de la guerre, hein, Ouais. l'information des contacts. On peut remplir, quand on lance un Jamspot, cela soit à la main, soit via un port CSV quand on en a plusieurs centaines, plusieurs milliers, soit via les connecteurs. Tu peux nous en parler, Maïssa? Alors oui, on a des connecteurs qui sont disponibles donc, avec votre SSO ou votre Active Directory qui vont vous permettre justement de synchroniser les différents adhérents ou en tout cas les différents membres du cluster tout le temps une fois par jour, justement avec les différents champs qui vont être renseignés. Ou sinon, on peut passer forcément par l'import CSV en rentrant nom, prénom, fonction, etc., numéro de téléphone pour importer les utilisateurs très simplement. Aussi des partenariats avec des éditeurs de Oui. CRM. Edenet et Yapla, notamment, qui sont spécialisés aussi sur le secteur associatif. Donc Yapla, qui est français également, et Edenet aussi, et qui propose donc des CRM pour référencer les différents utilisateurs, les différents adhérents, renseigner les différents champs d'adhésion, etc. Et donc se synchroniser à Jamspot pour avoir une synchronisation des utilisateurs et des adhérents en temps réel. Tout à fait. Et quand un adhérent part, on peut désactiver son accès, ce qui fait que vous gardez toute la connaissance qui a été produite, tous les échanges. Par contre, la personne ne peut plus se connecter. Si elle repaye sa cotisation ou
qu'un élu, si c'est un élu, revient et retravaille avec vous, vous pourrez réactiver la personne automatiquement. Complètement. Donc voilà, on a vu le flux d'activité, la partie contact, documents. Et pour finir, je pense qu'on peut voir la partie calendrier, justement, c'est très important ça pour les clusters ou pour les pôles, c'est de se dire aujourd'hui on travaille, on a besoin de savoir, de mettre des réunions à disposition, de travailler sur différents projets. On va pouvoir, par exemple, pour le conseil d'administration, lancer une invitation, mettre un lien en visioconférence, voir qui participe ou pas. C'est toujours important plutôt que de relancer par mail, oui, bah, je vois que j'ai pas eu les réponses de tout le monde. Je vais relancer les personnes qui n'ont pas encore répondu très simplement depuis la plateforme, les relancer avec un petit message personnalisé. Et elles recevront la petite notif qui va bien, soit par mail ou sur l'appli mobile, comme l'a montré Eric tout à l'heure, pour répondre à l'invitation et voir et préparer justement votre conseil d'administration de rentrée ou autre pour voir qui participe ou pas très simplement. Et justement avoir un maximum de réponses et faciliter les échanges à travers la plateforme plutôt que de faire des relances par mail toujours et garder vraiment maintenant les mails que pour l'externe. Parce qu'on sait que quand on est en télétravail, on a tendance à recevoir beaucoup de mails et qui ne sont pas forcément tous importants. Et la boîte mail peut vite être stressante et angoissante, je pense, pour certains. C'est ça, on peut afficher le calendrier Jamspot dans votre calendrier Outlook ou Google Agenda ou autre pour pouvoir justement garder le meilleur des deux mondes et avoir des intégrations intelligentes avec ce que vous avez. Complètement. On a la possibilité de l'exporter juste ici en copiant le lien. Et ensuite, vous allez dans votre calendrier Outlook ou Gmail ou autre, d'ailleurs, et vous allez coller le lien directement. Et ensuite, il y aura une synchronisation automatique des calendriers en temps réel. Et même lorsque vous mettez que vous participez à un événement, si vous n'avez pas forcément copié le calendrier, vous allez avoir une invitation e-calendar qui va se télécharger et qui sera disponible sur votre calendrier également. Ouais. On a également le doodle, on peut terminer là-dessus. Le doodle, le sondage de date. Voilà, sondage de date, j'ai ma barre des recherches qui a disparu juste ici parce que je n'ai pas mis la bonne couleur, mais qui va vous permettre de créer des sondages pour voir quand est-ce que les gens sont disponibles. Si moi, je mets un sondage de date, par exemple, pour une réunion, hop, on va sélectionner différentes dates. Donc aujourd'hui, par exemple, à 15 h, hop là, ou date limite de réponse, hop, on va mettre aujourd'hui. Et donc, vous allez pouvoir proposer les dates comme sur le doodle, mais avec la techno Jamspot sur un produit français. Donc, voilà. Avec cela, ça donne, cette démonstration donne un bon aperçu des quelques applications que l'on peut activer pour mieux travailler ensemble. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir faire plus via le gestionnaire d'applications, où là, on va activer et désactiver de nouvelles choses. Et c'est là toute la force de Jamspot. Là, Maïssa va vous le montrer. On entre dans ce gestionnaire d'applications, on va retrouver le catalogue des 100 applications qui vont permettre d'activer, je vais les citer un peu pêle-mêle, on peut activer l'enquête, les documents, la visioconférence, la gestion des tâches, l'annuaire des entreprises. Donc on peut avoir l'annuaire des personnes, mais on peut aussi avoir l'annuaire des adhérents avec une fiche descriptive de chaque entreprise et voir les différents collaborateurs qui sont dans chaque entreprise adhérente. On va éditer à plusieurs des documents et faire tout un tas de choses via ce gestionnaire d'applications. Oui, complètement. Et justement, si vous trouvez que des applications peuvent faire doublon avec des outils que vous utilisez, n'hésitez pas à les désactiver en un clic. Typiquement, là, j'ai Action Donnée qui est installée. Si je veux la désinstaller, il me suffit de cliquer sur une icône et c'est désinstallé. Et après, je n'aurai plus l'Action Donnée. On peut faire pareil pour le Messenger ou pour la visioconférence. C'est de se dire qu'on ne fait pas doublon, mais qu'on est en complément de certains outils pour avoir une meilleure productivité et vraiment centraliser l'information. Voilà, globalement. Et juste pour finir, et moi je terminerai sur ce point, Eric, là on a vu les différentes applications, et c'est de se dire qu'en termes d'administration, on parlait de ROI tout à l'heure avec Eric, c'est qu'on va avoir les différents
téléchargement, connexion d'utilisateurs, voir qu'est-ce qui utilise l'application mobile, etc. Un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de relancer les adhérents à se connecter. Et je fais référence à la question de Sébastien. C'est de se dire, forcément, tout le monde ne se connectera pas au début, mais on peut relancer les utilisateurs à se connecter avec la bonne information, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se connecte le plus, au contraire, les utilisateurs les plus connectés, voir qui sont plutôt les utilisateurs lecteurs, donc qui prennent connaissance de l'information, mais ne commentent pas toujours les différents articles, et vraiment optimiser sa plateforme en ce sens-là, pour qu'elle devienne performante et que justement les utilisateurs se connectent au fur et à mesure et voient un intérêt réel à cette plateforme pour justement mieux communiquer et échanger avec vous. Oui, je le rappelle, la question de Sébastien Haricot. Oui. Merci d'avoir utilisé le bon outil. Nickel. Comment faire pour que cet outil soit réellement utilisé par les adhérents? C'est un outil supplémentaire extérieur au système habituel type mail et auquel il faut s'acculturer. Comment donner le réflexe aux adhérents de venir contribuer et de se tenir au courant? Alors, c'est une très bonne question en effet. Et en fait, il y a déjà pas mal de choses qui vont être réglées facilement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous diffusez des informations à des mailing lists ou via des newsletters. Certaines de ces informations, elles vont pouvoir passer et transiter naturellement dans Jamspot. Donc, on sait qu'on peut migrer pas mal de communications descendantes que vous faites aujourd'hui dans Jamspot parce qu'on a les systèmes de notification qui vont bien et que les actualités, la veille et ce type de sujet, ça peut très bien passer chez nous. C'est typiquement l'un des premiers réflexes à faire quand on met en place ce type de plateforme. Donc, du coup, les personnes vont recevoir les notifications. Elles vont pouvoir, il y a deux formats. Soit vous mettez tout le contenu de l'article dans le mail. Moi, je le reçois dans mon Outlook. Je lis l'information. Vous savez que j'ai lu l'information via les statistiques. Et c'est tout. Si j'ai envie de faire un commentaire, je peux cliquer sur le bouton « Je fais un commentaire ». Je suis redirigé automatiquement sur Jamspot et je fais un commentaire. Soit on est plus malin et on se dit non, je veux inciter les personnes à venir sur la plateforme. Et donc, du coup, on met le mode teaser. Donc, vous mettez dans chaque notification qui part un bout du mail, un extrait. Et donc, à partir de là, si je suis intéressé, que je veux lire la suite, naturellement, je vais cliquer lire la suite et je vais être dirigé sur Jamspot. Donc, du coup, on va automatiquement augmenter les stades de consultation en faisant ce choix. Donc, déporter la communication descendante que vous faites aujourd'hui par le bon vieux mail dans Jamspot pour que ce soit rangé dans les bons groupes, que ce soit indexé dans le moteur de recherche et donc je vais pouvoir retrouver un vieil article facilement et pas fouiller dans ma boîte mail pour ça. Et en plus de ça, vous aurez les statistiques. Donc, il y a vraiment un avantage à passer la communication descendante sur Jamspot. Ensuite, pour faire venir les gens, il faut les faire travailler. Et ça, c'est l'axe 2, les faire travailler ensemble avec vous. Et donc, du coup, tout ce qui est groupe de travail, gestion des tâches, des projets, partage de documents, travail sur les documents et visio, là, vous pouvez le faire sur Jamspot. Et donc, du coup, en mixant les deux, on fait en sorte qu'un adhérent comprenne l'utilité de la plateforme. OK, j'ai la vie de la structure du cluster dans Jamspot. D'ailleurs, on ne va pas l'appeler Jamspot, on va l'appeler My France Cluster, on va l'appeler My Plastipolis, on va l'appeler Agora, que sais-je, voici des noms de plateformes. On va se connecter à X pour pouvoir retrouver la vie du cluster. C'est ça ce qu'il faut se dire quand on met en place un Jamspot. Alors, autre question, le lien avec la CRM, et ça on en a parlé. Comment on gère? Alors, justement, on a des connecteurs disponibles donc, avec Yapla et Eudonet. Donc, nous, après, on travaille en relation avec les différentes structures pour se mettre en lien, pour justement récupérer les informations des adhérents, récupérer l'Active Directory, le SSO, les informations que vous voulez récupérer également des utilisateurs pour les mettre à disposition sur la plateforme. Donc, que ce soit aussi bien les événements qui pourraient être payants également. On fait le lien avec les CRM pour les événements qui pourraient être payants et le lien avec les utilisateurs et les inscrire dans les bons groupes, par exemple, à leur arrivée, en fonction de ce qui est renseigné sur le CRM, etc. Oui, généralement, ce sont des applications. On parlait de ces 100 applications. On a une application Eudonet, on a une application Yapla.
J'ajoute qu'on a travaillé avec Odoo aussi, ODOO, et que pour certains, par exemple BPI France, la Banque publique d'investissement, eux, ils ont leur plateforme qui s'appelle Tribu et qui regroupe les entreprises soutenues par BPI France. Et donc, du coup, ils utilisent Microsoft Dynamics, le CRM. C'est à chaque fois un petit projet de paramétrage qui prend quelques jours de boulot pour pouvoir justement connecter cela. Il faut activer l'application chez nous et ensuite renseigner les différentes informations dans le connecteur pour déterminer quelle information on vient reprendre, sur quelle fréquence. Est-ce que c'est une fois par jour qu'on vient lire le CRM pour ensuite actualiser la liste des personnes sur Jamspot? Voilà comment se fait la connexion. C'est relativement facile. Merci. Autre question de Benjamin Martin. La solution de Jamspot est-elle dédiée uniquement à un type d'organisation précis, Maïssa? Non, justement, on peut voir qu'on a plus de 350 clients aujourd'hui et ça représente tout type de structure. Donc aussi bien des TPE que des PME, que des grands comptes. Donc avec l'assurance maladie, par exemple, qui a plus de 85 000 utilisateurs, que des associations et secteurs publics. Le but, c'est vraiment d'avoir une solution qui s'adapte à votre organisation et à votre contexte. Donc on travaille avec tout type d'organisation. Tout à fait. Tous les secteurs sont représentés, privé, public, associatif. Ouais. Dernière question, et on a quelques minutes avant que ça coupe. Alors, j'imagine qu'on peut partager les calendriers, soit au travers d'une équipe, soit au niveau des adhérents. L'outil peut-il être utilisé comme un agenda personnel ou pour chaque personne, y a-t-il des connexions? Moi, je vais répondre et tenter d'être le plus concis possible. Vous allez garder votre agenda personnel. Ce n'est pas l'agenda de Jamspot, est un agenda partagé au niveau des communautés. Donc, vous allez avoir, et d'ailleurs, nous, on fonctionne comme ça chez Jamspot, on a 365 pour la production bureautique et Outlook. Donc, du coup, on a notre calendrier Outlook et le calendrier Jamspot qu'on vient ajouter comme second calendrier. Comme ça, on voit les événements de ces groupes et on a son calendrier personnel. Et en termes de connexion, donc on peut ajouter le calendrier Jamspot dans Outlook ou dans Google Agenda. Voilà pour la réponse. On va remercier tout le monde parce que j'ai peur d'être coupé à tout instant. À toi, Maïssa. Complètement. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant Jamspot. Vous pouvez nous contacter soit par mail à info@jamspot.com ou sinon vous lancez une plateforme de test sur notre site. Merci de votre présence. N'hésitez pas. Ça fut un Sachant qu'on plaisir. a, et je réponds à la dernière question, des prix pour les clusters. Ouais. N'hésitez pas à contacter Maïssa. Avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter à maïssa@jamspot.com et puis voilà. Je pense qu'on peut clôturer ici. On va être coupé dans 2 minutes, je crois. Merci mille fois pour votre attention. C'est enregistré, donc vous pourrez revisionner cette vidéo et la partager. Oui. Merci à tous. Très bonne Merci à journée. tous. Au revoir. Bonne journée.